Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h45, voici le sommaire de cette édition. Mort tragique de 2 détenus, ils sont décédés hier à la prison de Rebeuss. À l'origine, un début d'incendie qui aurait provoqué une grosse bousculade d'après l'administration pénitentiaire. Contrat entre l'État du Sénégal et une société turque pour l'exploitation du fer de Falémé. Ousmane Sonko soutient la thèse d'une mafia. Faux, rétorque l'avocat El Hadj Diouf. Le conseil de l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo a également fait face à la presse mercredi. Une ambulance qui fait un accident mortel, cela s'est passé hier entre Saint-Louis et Richard Toll. Le comportement des automobilistes vis-à-vis de ces véhicules prioritaires est mis en cause. À la découverte d'un village d'une histoire particulière dans la région de Kédougou, Itato aurait abrité dans un passé lointain un marché où étaient vendus des esclaves. À suivre en fin de journal. Bienvenue à tous. Deux détenus trouvent la mort à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Le drame a eu lieu hier soir à la chambre 11. Selon l'administration pénitentiaire, la cause de ces décès serait due à un ventilateur qui a commencé à prendre feu et il s'en est suivi une bousculade. L'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus déplore l'incident. L'ASRED réclame la fermeture et la délocalisation de la prison. Pour elle, la sécurité des détenus y est sérieusement menacée. Le point avec El Hadj Malick Cissé. La nuit était trop longue et le réveil brutal ce matin à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. 2 détenus sont morts à la chambre 11. Quelques heures après, la direction de l'administration pénitentiaire publie un communiqué et revient sur les circonstances de ces 2 cas de décès. Selon le document, un ventilateur de la chambre 11 est à l'origine du drame, après avoir produit des étincelles, provoquant un mouvement de panique parmi les détenus. L'ASRED, Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, dénonce cet incident et évoque les difficiles conditions carcérales. L'ASRED rappelle que ces dures conditions de vie carcérale des détenus étaient à l'origine de la mutinerie du 20 septembre 2016 à Rebeuss et les autorités en charge de la question restent muettes et font la sourde oreille. Le ministère de la Justice demeure aujourd'hui le parent pauvre du gouvernement avec un budget insuffisant et une administration pénitentiaire qui n'a pas de moyens de sa politique pour mener bien sa mission. Aujourd'hui, il appartient à son Excellence le président Macky Sall, qui est le président de tous les Sénégalais, d'effectuer un déplacement à la prison de Rebeuss pour constater de visu les conditions exécrables que vivent ces Sénégalais qui sont incarcérés dans des conditions de détention inhumaines, cruelles et indigestes. Une situation extrêmement grave clame l'ASRED qui exige la fermeture et la délocalisation de Rebeuss. En même temps, l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus demande aux autorités de faire la lumière sur cette affaire. Nous demandons la fermeture immédiate et la délocalisation de Rebeuss, vu que la sécurité des détenus est aujourd'hui menacée, mais le retour immédiat des magistrats qui sont en vacances judiciaires pour venir diligenter les dossiers en naissance, la libération des déficients mentaux incarcérés à Rebeuss, la limitation immédiate des mandats de dépôt excessifs pour Rebeuss et le transfert de certains détenus vers d'autres prisons du Sénégal. Électrocution ou par bousculade, en attendant d'y voir plus clair, les 2 corps ont été acheminés par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec, informe la direction de l'administration pénitentiaire. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes du drame. Rebeuss fait partie des 37 prisons recensées au Sénégal pour une population de 12 000. Sur population est le terme approprié puisque les places disponibles sont estimées à un peu plus de 7 000. Une situation préoccupante. Le dernier rapport officiel fait état de 163 décès dans les prisons entre 2013 et 2017. Hassan Gueye.
Les prisons du Sénégal ne sont pas des lieux dorés. La surpopulation, les mauvaises conditions de détention, les cas de torture supposés alimentent régulièrement la chronique. Seul l'ex-Fort B de Hann, où sont retenus les mineurs en rupture de ban, et le célèbre pavillon spécial de Le Dantec, qui accueille les détenus présentant des pathologies, n'en ont pas pris pour leur grade. Ce qui reste de l'univers carcéral, le Sénégal compte 37 prisons au total, n'a pas vraiment la cote en matière de respect des normes et d'humanité. L'explosion démographique, la lenteur des procédures, les longues détentions provisoires ouvrent la voie à tous les scénarios qui complexifient les situations. Les chiffres officiels de 2018 ont fait état de 12 500 détenus derrière les barreaux. Rebeuss, la vieille prison civile communément appelée 100 mètres carrés, en recevait 2500 pour une capacité de 1600 places. Avant la survenue des événements de cette nuit, une mutinerie s'y était déclenchée le 20 septembre 2016, faisant un mort et plus de 40 blessés, dont 14 gardiens. Alors, ailleurs dans le pays, des maltraitances ayant causé mort d'homme sont souvent mentionnées. Entre 2013 et 2017, selon les rapports les plus récents, 163 décès ont été relevés dans les prisons du Sénégal. Un temps, le département d'État américain s'en était offusqué, jugeant la situation dans nos prisons particulièrement préoccupante. Les organisations de défense des droits de l'homme ont quant à elles demandé la fermeture pure et simple de la maison d'arrêt de Rebeuss. Pendant ce temps, le garde des Sceaux de l'époque, Ismaël Madior Fall, avait cru trouver la recette en annonçant l'idée des bracelets électroniques pour aider au désengorgement des cellules. Pour l'instant, c'est encore resté lettre morte. Au chapitre des drames, une ambulance qui fait un choc mortel avec un véhicule particulier, 3 décès sur le coup alors que l'ambulance partait pour secourir d'autres accidentés. Un événement à la fois dramatique et insolite, l'occasion pour ITV de se pencher sur la relation entre les ambulanciers et les autres automobilistes. Il est fréquent de voir des conducteurs refuser de céder le passage pour des motifs peu convaincants et qui peuvent coûter bien des vies. Pourtant, le code de la route se veut clair. Une ambulance en service est une voiture prioritaire. Omar Khan et Pape Fall signent le reportage. Une sirène qui veut dire « cédez-moi le passage ». Mais nombreux sont les automobilistes qui ne l'entendent pas de cette oreille. Da ngay ñëw taal sa sirène mais da ngay gis ay nit yoo xamante ne dañuy wax ne. Nous allumons les sirènes des ambulances, mais cela ne sert presque à rien parce que les automobilistes ne nous laissent pas passer. Ils disent qu'il n'y a pas de malade dans l'ambulance, donc ils refusent de nous céder le passage. Un jour, un chauffeur de taxi nous a complètement bloqué le passage. C'est finalement le père de l'enfant malade qui est descendu pour en découdre avec lui. Di bëgg jàppante ak kii bi mënuñu dem leen man damay régler problème bi. Les ambulanciers sont parfois accusés d'abuser de leur sirène et parfois ils sont même arrêtés par les agents de la circulation. Donc damay dem banque de sang pour jëli ji sang. Je partais à la banque de sang pour amener du sang pour un malade. L'agent m'a vu passer avec la sirène. Il a vu qu'il n'y avait personne derrière. Au retour, il m'a vu avec la sirène sans malade à l'intérieur et il m'a arrêté. Il m'a dit de lui donner mon permis parce que je suis en train de rouler avec la sirène sans un malade à l'intérieur. Je lui ai dit que je transportais du sang. Il m'a arrêté et je lui ai donné les clés de l'ambulance. Et lui ai dit d'assumer tout ce qui adviendra au malade. Finalement, c'est un autre agent qui est venu régler le malentendu. Et pourtant, le code de la route est sans équivoque. Une ambulance fait partie des véhicules prioritaires. Un véhicule prioritaire, c'est un véhicule qui n'a pas besoin des règles du code de la route quand ils sont en service.
Les ambulances sont en service quand elles mettent leur gyrophare avec la sirène. Donc, une fois qu'elles sont en service, elles n'ont pas besoin du code de la route. Soit elle s'en va prendre un malade, ou bien elle va vers les hôpitaux. Donc, elle n'a pas besoin d'arrêt. C'est une question de vie ou de mort. Donc, elle n'a pas besoin de code de la route. Du fait, donc, on doit leur céder le passage, leur faciliter la circulation. D'autres en profitent pour se faufiler derrière l'ambulance et gagner quelques mètres, en toute violation du code de la route. Ce sont ces voitures elles-mêmes qui sont source d'accidents. Parce qu'une ambulance qui roule en service et qui ne respecte pas le code de la route, l'autre voiture qui la suit, bon, naturellement, elle ne respecte pas le code de la route. Donc, elle est en infraction. Et si elle respecte le code de la route, malheureusement, voilà les dégâts qui vont suivre. Se frayer un passage dans la circulation, c'est la croix et la bannière pour les ambulanciers. Un manque de civisme ou encore un non-respect du code de la route, certains automobilistes ont même déjà fait perdre des vies qui auraient pu être sauvées à leur insu. Céder le passage. Tout à fait autre chose maintenant. Affaire de la Falémé, Ousmane Sonko révèle un autre scandale présumé sur les ressources naturelles. Le leader du PASTEF et candidat malheureux lors de la dernière présidentielle au Sénégal soutient la thèse d'une mafia entre l'État sénégalais et une société turque, Tosyali, qui selon Sonko va gagner sur le dos des Sénégalais 10 185 milliards de francs CFA pour un investissement de 510 milliards. Les propos de l'opposant sont recueillis par Chersal. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'État du Sénégal est allé trouver un autre partenaire. Cette fois-ci, un partenaire turc. Une entreprise qui s'appelle Tosyali Holding. Le 9 octobre 2018, l'objet du protocole, c'est le développement, le financement et la mise en place d'un complexe minier et sidérurgique au Sénégal par Tosyali Holding. Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA et va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Garantis par l'État, les intérêts seront payés par l'État, on lui règle la concurrence, il ne paye pas les impôts au Sénégal pour 10 ans, parce que Tosyali va produire 1 200 000 tonnes de fer par année. Vous multipliez par le cours qui est de $800, en un peu moins de 3 ans, Tosyali amortit totalement ses investissements. Pour le cas de Petrotim, les gens sont réveillés trop tard, le décret était déjà signé. Mais ici, la convention et le décret ne sont pas encore intervenus. Et c'est pourquoi c'est important que le peuple sénégalais comprenne que si on mène la bataille dès maintenant, si on sort massivement, on peut faire reculer Macky Sall. Après la conférence de presse d'Ousmane Sonko, la réplique de l'avocat El Hadji Diouf n'a pas tardé. L'avocat de Mamour Diallo a fait savoir que le nom de son client ne figure pas sur la plainte d'Ousmane Sonko adressée au procureur de la République. Par ailleurs, il affirme que le leader de PASTEF n'a fait aucune révélation sur le fait. Propos. Avec le procureur qui aurait reçu une plainte de Sonko contre Mamour Diallo. Non, j'ai saisi le procureur d'une plainte. Il n'a qu'à démarrer son travail. Ça, même une vendeuse de cacahuètes devant le palais de justice aurait pu donner ça au procureur. Le procureur va donner suite à ça. Il ne mentionne aucun nom. Les mines de fer de Falémé cédées à la société turque Tosyali sans appel d'offres. Qui arrêtera Macky Sall? Qui arrêtera Macky Sall? Qui arrêtera Macky Sall? Et nous sommes le 12 octobre 2010, donc c'est le premier article. 12, 19 et 27. On met 3 articles successifs
à la une de Dakar Times qui parlait du fer de Falémé. Grogne au célèbre centre d'appel PCCI, les employés ont invité les journalistes ce matin pour dire toute leur insatisfaction à l'endroit de leur employeur. Selon leur dire, cela fait 2 ans qu'ils travaillent sans salaire et ce n'est pas moins de 400 millions qu'ils réclament à Sonatel et à PCCI. Un rassemblement est prévu vendredi devant les locaux de la société de télécommunications. Youssou Ndaou, le coordonnateur des employés du centre d'appel. Nous sommes toujours sur un dossier, sur une difficulté qui perdure depuis, on va dire, 16 mois. Il s'agit d'arriérés de salaire pour lesquels notre société, qui est PCCI, peine à payer, refuse de payer, on va le dire comme ça. Alors, nous avons gagné plusieurs procès. PCCI a fait des recours, des demandes de main levée, rien n'a fait. Nous avons toujours été gagnants dans toutes les procédures qui nous ont posées concernant ces arriérés de salaire. Et il semblerait qu'il y ait des tentatives de fraude qui ont fait que le résultat, au final, Orange Sénégal a été condamné à la place de PCCI à payer 404 millions à mon collectif. Donc, vendredi 9h, nous serons devant le siège de Sonatel. Manifestation autorisée ou pas. Je le dis et je le répète, nous opposerons la légitimité de nos droits à cette pseudo-légalité. Clin d'œil aux malades mentaux, l'errance est le côté le plus visible de la vie qu'ils mènent en marge de la société. Une société qui affiche le plus souvent la plus grande indifférence à leur endroit. Fort heureusement, certains citoyens s'organisent pour voler à leur secours. C'est ainsi que l'association Portée Assistance aux malades mentaux abat un travail appréciable. Ces bonnes volontés ont ouvert leur siège situé à Zac Mbao à nos reporters Gorgui Diaoutia et Youssouf Konté. Suivons le reportage. Zac Mbao, situé dans la banlieue de Karouaz, quelque part dans le quartier, un vieux malade mental laissé à lui-même. L'association Ander Taxawu Ñi Wéradi, en français, Portée Assistance aux malades mentaux, effectue une descente. Les bienfaiteurs négocient avec lui. Ils rejettent leur soutien, mais finissent par se laisser faire. Ils prennent soin de lui. Après cette séance, ils l'amènent dans une maison d'à côté pour une douche. Il en ressort, méconnaissable. Puis, il procède à l'identification. Malik ak Daouda comme surnom la rek parce que xamal tax ñu tudde ma Touré wa dëgg ma xamal lu war ma tudde ma Touré dama doon aar seen ruu sa papa nu mu tudd sa papa Law Buur bi sa yaay nu mu tudd Law soos Law Buur non soos sama yaay fu mu ne soos bëgg na xam ndax namm nga kenn ci sa njaboot am nga soxna waaw dépassé foofu les jeunes de Blaise Diagne yooyu suma njaboot doon ak da ko kenn mu ko xayma. waa ci say doom kan nga ci yor numéro téléphone. man dama nekk nit ko xamante ni fu ma toll ma suis sportif. dama bëgg loo xamante ni du fooy ma soo bopp quoi. Voilà, vous êtes des comédiens quoi, farceurs quoi. Une grosse épine ôtée du pied des habitants qui, depuis longtemps, ont nourri la volonté de soutenir ce déficient mental. Vraiment, nous sommes trop contents aujourd'hui. Vraiment, c'est l'émotion. Parce que depuis quelques mois, il est là avec nous, on habite ensemble. Tout le temps, mes enfants l'appellent Tonton Malik. Donc, c'est un souhait qui s'est réalisé aujourd'hui. C'est nous qui lui donnons à manger tous les jours. Mais l'association And Taxawu Ñi Wéradi a vraiment réalisé un acte magnifique. Dans la société, si certains excluent les personnes vivant avec un handicap mental, d'autres ne se font pas prier pour apporter leur soutien. Programme Zéro Déchet, un restaurant situé au virage des Almadies à Dakar veut se défaire du plastique. Comment il s'y prend? Le résultat obtenu est-il déjà probant? Nous nous sommes intéressés au premier pas de cette transition écologique. Reportage Moustapha Gabar Diop Barasso.
Un Sénégal zéro déchet, des villes propres et des villes vertes. C'est ce qu'annonçait le président de la République dans son discours d'investiture il y a juste quelques mois. Une vision qui commence à voir le jour au virage où un restaurant tente de réduire son empreinte écologique. Dès la semaine prochaine, cet établissement va réduire considérablement sa consommation de plastique et de papier entre autres. Une transition qui commence par l'abandon des bouteilles et des pailles en plastique. Non seulement on utilisait des machines à café avec des dosettes, on a arrêté ça parce qu'on voit que ça crée énormément de trucs. On a une machine à café à grains maintenant qu'on utilise. Et au lieu d'utiliser aussi les pailles en plastique, on a les pailles en inox et en bambou. Nous avons aussi mis en place un système de savon pour faire la vaisselle et pour nettoyer les carreaux et tout, avec des produits naturels, avec certaines compagnies locaux qui sont là. Pas mal avec les bouteilles d'eau en plastique aussi, on a complètement arrêté. Maintenant, on a la grande bonbonne d'eau et on a les bouteilles en verre réutilisables qu'on utilise pour servir de l'eau aux clients. Dans sa transition écologique, le restaurant est encadré pour mettre en place de bonnes procédures comme le tri afin de valoriser ses déchets. Ces déchets ont une valeur. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple des canettes, ces canettes peuvent être réutilisées, soit parfois par les artisans pour construire des petits cars pour les enfants, soit par les utilisés pour la construction de marmites aussi. Exemple, si on prend le plastique aussi, ça peut être utilisé comme des briques pour le pavé. D'accord? Le biodégradable peut être utilisé comme de l'engrais. Et ça, on est en collaboration avec Cyprovis qui vient récupérer les déchets. Chaque lundi et jeudi, c'est eux qui vont assurer cette transformation. Natifs de Yoff, les employés du restaurant ont été témoins au fil des années de l'augmentation de l'insalubrité sur les plages. Une situation qui les a amenés à prendre les choses en main. Cette initiative peut sembler être une goutte d'eau dans l'océan, mais ses initiateurs espèrent qu'elle fera tache d'huile et inversera la tendance. Il faut faire quelque chose, c'est mieux que de ne rien faire. D'accord? Nous, notre objectif, c'est d'essayer de sensibiliser les personnes, d'essayer de voir pourquoi, si c'est possible, parce que le Rwanda est parvenu à faire ça. Donc pourquoi pas le Sénégal? Petit à petit, on va sensibiliser les gens qui vont venir au niveau de la plage. Même si chaque jour on a un individu qui change de comportement, cela constituera un atout important. L'impact que j'espère avoir, c'est que les gens s'y mettent vraiment. Pour moi, c'est très important parce qu'on est dans un Sénégal où le tourisme peut bien marcher, mais à condition qu'on prenne en compte l'aspect environnemental et salubrité, l'hygiène. Combien de personnes me parlent du Sénégal, que le Sénégal c'est un pays stable, les gens sont joyeux, c'est cool et tout. Mais le seul hic qu'il y a, c'est la salubrité. Franchement, c'est un manque à gagner. Si on gère cela, le Sénégal va devenir l'une des... On peut envier personne. De gros incendies en Amazonie et à Madagascar, il y a également dans cette actualité internationale la nouvelle équipe gouvernementale attendue au Soudan. Récit Babacar Touré. Au Soudan, la nouvelle équipe dirigeante est attendue ce mercredi. Elle sera composée de 14 ministres maximum. Mais l'annonce de la liste pourrait toutefois prendre un peu de retard. Pour cause, le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui n'avait que 24 heures, avait reçu 49 noms. Ce sera donc le premier gouvernement civil depuis 30 ans. La taille du gouvernement sera restreinte, juste 14 ministres. Selon le Premier ministre soudanais, les personnalités seront choisies sur la base de leurs compétences avec une représentativité juste des femmes. Si le monde entier s'émeut face aux incendies sans précédent qui consument actuellement la forêt amazonienne, de l'autre côté du globe à Madagascar, la situation est tout aussi alarmante. C'est l'île entière qui s'embrase et ce, dans un silence presque assourdissant des autorités. Si les causes des incendies sont bien différentes de celles en Amazonie, les conséquences n'en restent pas moins catastrophiques pour ce pays sanctuaire d'une faune et d'une flore endémiques. En Amazonie, les violents incendies se poursuivent.
Rien qu'au Brésil, 1660 nouveaux départs de feu ont été recensés ces dernières 24 heures par l'Institut national de recherche spatiale. Au même moment, le gouvernement brésilien semble tailler une stratégie pour finalement accepter l'aide internationale pour éteindre les feux. Mais au risque de tomber dans la volte-face qu'on lui prête déjà, Jair Bolsonaro a de nouveau demandé les excuses d'Emmanuel Macron. Après avoir rejeté l'aide du G7, Brasilia a accepté une proposition de la Grande-Bretagne à hauteur de 10 millions de livres pour combattre le feu dans la forêt amazonienne. Le porte-parole de la présidence a laissé entendre que le gouvernement de Jair Bolsonaro pourrait finalement accepter les 20 millions de dollars proposés par les pays du G7. Mais aucune précision n'est faite sur la composition de l'enveloppe ou sur comment elle sera utilisée. Suite de notre carnet de route à Kédougou, ce soir un gros plan sur une localité qui a une histoire particulière. Itato n'est pas seulement le premier village de la région de Kédougou. Il se raconte qu'il était aussi et surtout un louma d'un genre particulier, un marché d'esclaves. Et juste à côté, il y a ce qu'on appelle le Kambuluri, ou fosse profonde, où d'après certains étaient jetés les esclaves récalcitrants. L'espace au grand trou reste encore visible, une véritable découverte, n'est-ce pas? Signé Yandembatine Barasso. Du point de vue historique, Itato est la première localité de Kédougou, selon les habitants qui rapportent les faits allégués par les anciens. Mon père et d'autres personnes m'ont raconté que Itato était un grand territoire constitué de Kédougou et de ses alentours. Nous nous retrouvons à présent à Djaka, un site qui à l'époque faisait figure de lieu de culte pour des marchands d'esclaves. Il fut un temps où il y avait un marché d'esclaves à Itato. Certains esclaves refusaient d'être vendus, mais ils les attachaient et les mettaient dans une fosse commune. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est ici même qu'ils le faisaient. Kambilori est une fosse commune, un trou béant et très profond à l'époque. Les esclaves vendus qui refusaient de rejoindre Gorée étaient enchaînés avant d'y être jetés. On les amenait à Gorée, c'est ce qu'on m'a raconté aussi. Mais cette fosse était énorme. Faut dire que sa profondeur a diminué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent maintenant l'île, mais elle était énorme. Un vent frais fouette le visage des visiteurs. Non loin, les oiseaux chantent. Pour percer le mystère du passé, les habitants poursuivent les recherches au fond de la fosse pour étayer les allégations des anciens. De Kédougou ou le pays de l'homme, nous nous rendons à Kaffrine. Dans le Ndoukoumane, la mécanique automobile n'est plus la chasse gardée des hommes. La féminisation de ce métier est également une réalité là-bas. Kumbandao, mécanicienne, se prête au jeu du portrait. Le tableau porte la signature de Babacar Touré et d'Augustin Mandan. Elle fait partie des femmes qui changent les paradigmes de ce métier. En seulement 3 années de pratique, Kumbandao, 23 ans, titille aujourd'hui les moteurs des véhicules. La mécanique, une véritable passion pour elle. J'ai poursuivi mes études jusqu'en classe de première. C'est par la suite que j'ai décidé de me consacrer à ce métier. Après l'obtention de son BFM, brevet de fin d'études moyennes, la jeune Kaffrinoise décide d'embrasser ce métier jadis réservé aux hommes. Avec l'appui de ses parents, Kumba se dit très à l'aise. Mes parents sont d'accord. Ils me soutiennent tous les jours. Aujourd'hui, les hommes ne détiennent plus le monopole de ce métier. Leur suprématie s'est effritée face à la détermination affichée des femmes à l'image de Kumba. Mais
La jeune fille du document est très reconnaissante. Il me regarde comme sa propre sœur. Il m'a beaucoup encouragé à rester dans le métier. Il pouvait avoir un autre regard sur moi, mais il ne l'a pas fait. En réponse, le patron lui retourne la pluie d'éloges. C'est une fille très gentille et elle est aussi bien éduquée. Ce métier, elle l'aime bien et quand on la trouve dans l'atelier, on peut même la confondre avec les autres garçons, tellement elle se donne à fond. Souvent traité de garçon manqué, Kumba assume sa différence avec les filles de sa génération. Mais elle garde la quintessence de sa féminité. À la maison, je suis une femme comme les autres. Les dimanches, je fais le linge ou prépare le repas. Les critiques ne l'affaiblissent jamais. Aujourd'hui, Kumba va renforcer ses compétences. Je veux suivre une formation en électromécanique. J'ai mon diplôme de BFM et je rêve de cela. Aux filles de sa génération, la native de Diamaguène TP lance un vibrant appel. Ce n'est pas parce qu'on est garçon manqué qu'on fait ce métier. C'est un métier que les femmes peuvent aussi pratiquer. Les filles doivent refuser de se faire entretenir. Elles n'ont qu'à aller travailler. De nos jours, Kumbandao et tant d'autres femmes ont réussi à déconstruire les vieux clichés sur les métiers comme la mécanique et d'autres corps qui se féminisent de plus en plus. Retenez ce soir un grand rendez-vous à 20h30, un grand reportage sur les anciens détenus, leurs conditions de vie à Rebeuss et leur réinsertion. Ce sera donc tout à l'heure à 20h30. Juste après moi, Sophie Ba nous dira ce qui se passe dans l'atmosphère et le temps qu'il fait. À 23h, Baba Ndiaye signera Jukib Khibari, les dernières informations de la soirée. Merci de nous avoir regardés. Bonsoir.